Entre deux vidéos de propagande de guerre générées par IA, la Maison-Blanche a révélé un nouveau document officiel qui, il faut l'admettre, n'a pas fait tant de bruit que ça. La cyberstratégie des États-Unis. Pour la première fois dans l'histoire des USA, un document présidentiel reconnaît explicitement les cryptos comme une technologie stratégique nationale à protéger. C'est du jamais vu. Jusqu'à présent, aucune cyberstratégie américaine ne mentionnait les cryptos comme technologie à protéger. Ouais, parce que c'est pas la première fois qu'on a un document du genre. Biden l'avait fait, Obama aussi, et même Trump lors de son premier mandat. En général, dans ces rapports, la crypto c'est qu'un prétexte. On en parle pour dire que ça sert au blanchiment, aux criminels, aux activités illicites, etc. En gros, la crypto c'était le méchant, le vilain petit canard des nouvelles technologies. Sauf que dorénavant, avec ce rapport, la crypto est érigée au même rang que l'IA ou bien que l'informatique quantique. Et évidemment, ça méritait qu'on en parle, alors j'ai décidé de décortiquer tout ça pour vous. Souvenez-vous, sous Biden, le credo c'était réguler et punir. Son administration avait adopté une approche plutôt hostile. La SEC, dirigée par Gary Gensler, a multiplié les poursuites contre à peu près tout le monde dans le secteur, en considérant que la plupart des tokens étaient des valeurs mobilières non enregistrées. Il y a aussi eu ce qu'on a appelé l'opération Chokepoint 2.0, où les régulateurs ont poussé les banques à couper les ponts avec les entreprises crypto, ce qui a rendu super compliqué l'accès aux services bancaires classiques pour l'industrie. Le seul vrai moment positif de ce mandat pour l'écosystème crypto, ça a été l'approbation des ETF Bitcoin Spot en janvier 2024. Mais c'était plus une décision de justice qui a forcé la main de la SEC plutôt qu'une volonté politique. Bref, 4 ans où le secteur a eu l'impression d'être traité en ennemi public plutôt qu'en tant qu'industrie à encadrer. Vous voyez bien l'ambiance, hein, et il y en a sûrement pas mal qui s'en souviennent, mais ça fait du bien de se rappeler où on en était il y a à peine 2 ans de ça. Et puis Trump arrive derrière le bureau ovale. Et en un peu plus d'1 an à peine, l'environnement réglementaire américain a été complètement transformé. La SEC a abandonné la quasi-totalité des poursuites de l'ère Biden contre l'industrie. On a eu un nouveau président pro-crypto à la SEC. L'écosystème crypto a eu ses entrées dans les plus hautes sphères de la gouvernance américaine. Et j'en passe, hein. Ça a vraiment été 2 années de folie pour l'industrie. Si vous avez suivi la chaîne ces derniers mois, vous savez qu'on a déjà parlé du rapport du groupe de travail de la Maison-Blanche, du projet crypto lancé par Paul Hawkins à la SEC, du Genius Act qui encadre les stablecoins, et le Clarity Act qui en ce moment même est en discussion houleuse avec le lobby bancaire. Tout ça, c'est une offensive coordonnée, brique par brique, pour repositionner les États-Unis comme la capitale mondiale de la crypto. Et c'est là que cette cyberstratégie entre en jeu. Elle vient verrouiller l'ensemble par le haut, au niveau de la doctrine de la sécurité nationale. Le document est très clair, la blockchain et les cryptos y sont désormais qualifiés d'atouts stratégiques pour la protection du peuple, du territoire et du mode de vie américain. Dit autrement, la crypto n'est plus un problème à régler, c'est une arme à déployer. Maintenant que vous avez compris le contexte, il faut regarder ce qu'il y a dans ce document. Et là, même si vous n'êtes pas forcément passionné par la cybersécurité, croyez-moi, ça vaut le détour. Le document fait 7 pages, articulées autour de 6 piliers. 7 pages, c'est 5 fois moins que celui de Biden, mais ce qu'il perd en longueur, il le gagne en agressivité. Parce que le premier truc qui saute aux yeux, c'est la posture offensive. Et là, faut bien comprendre ce que ça implique. Les États-Unis ne se contenteront plus de se défendre contre les cyberattaques, ils iront directement attaquer les infrastructures criminelles. En clair, ils se réservent le droit de répondre à une cyberattaque en dehors du monde numérique. C'est une escalade majeure dans la doctrine américaine. Il y a un concept assez dingue qui ressort, parce qu'en plus de cette histoire de répondre en dehors du monde numérique, ils disent explicitement qu'ils vont mobiliser le secteur privé. Ça ressemble exactement aux lettres de marque. Pour la petite histoire, c'était un truc utilisé au 19e siècle par les gouvernements pour autoriser des navires privés à attaquer les ennemis d'un État. La dernière fois que le gouvernement américain a utilisé ça, c'était en 1812. Et là, on assiste un peu à la résurrection de cette pratique, mais 200 ans plus tard, et appliquée au cyberespace. En gros, des entreprises privées américaines pourraient être mandatées pour mener des opérations offensives contre des réseaux de cyberattaquants. C'est assez vertigineux quand on y pense. Ensuite, ça parle de la dérégulation, ce qui nous touche le plus directement. L'idée, c'est de promouvoir ce qu'ils appellent une régulation de bon sens, en supprimant les barrières qui freinent l'innovation dans les technologies émergentes. Et justement, le Genius Act, le Clarity Act et tout ça, c'est exactement à ça que ça sert. Alors dans le rapport, il parle de toutes les technologies, pas uniquement de l'industrie crypto évidemment. Il mentionne le fait que les acteurs privés doivent répondre présents pour défendre les intérêts économiques des États-Unis. C'est peut-être un clin d'œil à Anthropic, la société derrière l'IA Claude, qui a ouvertement dit non au Pentagone quand ils lui ont demandé tous les accès à ses outils. Et évidemment, un volet entier porte sur les technologies émergentes. C'est là que la crypto et la blockchain sont explicitement nommées aux côtés de l'IA et de la cryptographie post-quantique. Voilà pour la vue d'ensemble. Quand on creuse un peu, on se rend compte que ce document, malgré son ambition affichée, ne donne quasiment aucun détail sur comment tout ça va être mis en œuvre. C'est un peu le classique avec cette administration. On avait déjà eu cette réflexion quand je vous avais parlé de ce document de la Maison-Blanche l'année dernière. C'est beau sur le papier, mais concrètement, qui va exécuter ?
Maintenant, zoomons un peu sur ce qui nous concerne directement, et il faut bien mesurer ce que représente cette reconnaissance officielle. Être nommé dans un document de cybersécurité nationale, c'est un changement de statut historique. La blockchain n'est plus perçue comme un outil de criminel, elle est désormais une infrastructure critique à défendre. C'est un basculement narratif colossal, hein. Et ce basculement, il s'inscrit dans un contexte où les mesures concrètes s'accumulent à une vitesse folle. Je veux dire, vous avez vu l'actualité ces derniers temps? La crypto a beau ne plus intéresser grand monde, comme à chaque fois qu'un cycle se termine, les fondamentaux n'ont jamais été aussi solides. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Brian Armstrong lui-même, le CEO de Coinbase. Alors oui, évidemment, il prêche pour sa paroisse, on va pas se mentir. Mais quand même, faut avouer que malgré la morosité ambiante, il se passe plein de choses. Des chartes bancaires commencent à être accordées à des acteurs du secteur. Les banques entrent massivement dans la course, malgré la défiance dont elles font preuve au niveau politique. On a même Kraken, l'exchange, qui s'est vu octroyer un accès direct au rail bancaire de la Réserve fédérale. Normalement, c'est réservé aux banques ce genre de truc, mais pour la première fois, un acteur crypto va y avoir droit. C'est un précédent incroyable, hein, parce que ça veut dire que l'exchange n'aura plus à traiter avec des banques. Il aura directement un compte maître à la Fed, exactement comme les plus grosses institutions de Wall Street, et ça c'est dingue. Et on peut supposer que c'est aussi dans les tuyaux pour Coinbase par exemple. Et même au niveau de l'infrastructure de paiement en elle-même, la crypto commence à se cimenter. Mastercard a lancé tout récemment un Crypto Partner Programme, une initiative mondiale qui réunit plus de 85 acteurs pour intégrer les paiements on-chain aux rails de paiement existants de Mastercard. L'objectif, c'est de transformer les cas d'usage crypto en solutions concrètes et déployables à grande échelle, en combinant la rapidité de la blockchain avec l'infrastructure Mastercard déjà en place. Récemment, on a même eu le cas du Trésor US qui explique que les mixeurs crypto peuvent avoir des usages légitimes. Vous avez bien entendu, oui. Le Trésor américain, l'agence qui a sanctionné Tornado Cash en 2022 et qui a passé des années à traiter les mixeurs crypto comme des outils de blanchiment, reconnaît aujourd'hui qu'ils ont des usages légitimes en matière de vie privée. Bref, il se passe pas grand chose au niveau des prix en ce moment, je vous l'accorde. Mais dans les coulisses, l'industrie n'a jamais été aussi présente et aussi implantée dans le système. Et ça bouillonne dans tous les sens, c'est le cas de le dire, hein. Bon, maintenant, pour comprendre toute la portée de ce document stratégique, il faut aussi regarder les deux autres technologies émergentes qu'il met en lumière. Et la première, c'est sans doute la plus inquiétante. Le document mentionne la cryptographie post-quantique. Alors pour ceux qui voient pas de quoi je parle, je vais essayer de faire simple. Sur Bitcoin, mais évidemment pas que, ce sont des équations mathématiques qui protègent vos clés privées, et par extension vos fonds. Le problème sur BTC, c'est qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait, en théorie, reconstituer une clé privée à partir d'une clé publique, en très peu de temps. Un rapport de Citigroup estime qu'environ 25% de tous les bitcoins, soit environ 7 millions, ont des clés publiques exposées et sont potentiellement vulnérables. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos un peu, mais avant de paniquer, il faut remettre les choses en perspective. Casser ces algorithmes nécessitera environ 1,9 milliard de qubits stables d'après les estimations. C'est énorme. Les machines les plus avancées aujourd'hui disposent d'à peine quelques pauvres centaines de qubits physiques. Et niveau stabilité, c'est vraiment pas ça du tout. D'après Google, on serait à environ une dizaine d'années de pouvoir casser Bitcoin, en théorie. C'est pas de la science-fiction, hein, mais c'est juste pas pour demain matin. Et justement, dans ce document, il pousse à l'adoption de standards de cryptographie post-quantique développés par le NIST, l'agence américaine de normalisation qui a déjà finalisé 3 standards en août 2024. L'enjeu est stratégique. Celui qui contrôlera les outils post-quantiques contrôlera l'intégrité de toute l'infrastructure numérique mondiale. C'est une question de souveraineté. Et puis surtout, imaginez si Bitcoin se met à intégrer des standards américains dans son code. Ça pourrait être une façon pour les USA de rentrer directement à l'intérieur du protocole. Mais bon, la communauté Bitcoin, on la connaît, hein, et a priori, ils sont extrêmement vigilants sur ces questions-là, heureusement. D'ailleurs, l'écosystème crypto ne reste pas les bras croisés. Vitalik Buterin a publié fin février une feuille de route complète de résistance post-quantique pour Ethereum, avec la création d'une équipe dédiée au sein de la fondation. Côté Bitcoin, ça avance aussi, hein, il y a des propositions, il y a des discussions. Par exemple, récemment, BTQ Technologies a démontré la première implémentation de Bitcoin résistante au quantique, avec un testnet déjà en fonctionnement. L'anticipation est en marche, et les USA veulent clairement mener la danse. Et puis évidemment, le document parle aussi des agents IA. L'idée principale, c'est d'améliorer la défense des réseaux en déployant des systèmes IA autonomes capables de détecter et de combattre les menaces potentielles. Ça, c'est pour la cybersécurité au sens large. Mais pour nous, il y a un pont direct avec l'écosystème crypto. Brian Armstrong l'a très bien résumé. Pour lui, très bientôt, il y aura plus d'agents IA que d'humains effectuant des transactions. Ils ne peuvent pas ouvrir de compte bancaire, mais ils peuvent posséder un portefeuille crypto. Et ça tombe bien, Coinbase a d'ailleurs lancé un wallet spécialisé il y a quelques semaines, qui a déjà traité plus de 50 millions de transactions. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce que le document promet, il faut aussi regarder ce qui cloche. Parce que si on reste honnête, il y a quand même quelques zones d'ombre qui méritent notre attention. La première, et pas des moindres, c'est le décalage entre l'ambition affichée et les moyens alloués.
On parle d'un document de 7 pages, sans aucun détail d'implémentation ni de timing précis. Aussi, l'agence qui pourrait être en charge de chapeauter tout ça, on suppose que ça devrait être la CISA, l'agence de cybersécurité américaine. Le truc, c'est que l'agence en question a perdu un tiers de ses effectifs et n'a toujours pas de directeur confirmé par le Sénat. On demande plus, mais avec moins de monde, et ça c'est un pari risqué. La deuxième zone d'ombre, c'est la posture offensive avec l'IA. Le document parle de déployer des systèmes d'IA agentiques autonomes pour la cyberdéfense, c'est-à-dire des IA qui détectent, traquent et trompent les cyberattaquants de manière autonome. Et tout ça sans aucune mention de cadre de surveillance, de limite ou de responsabilité. Quand on connaît la puissance de ces outils, c'est quand même assez flippant. Et surtout, quand on voit toutes les affaires qui commencent à faire surface avec des agents qui se sont mis à faire n'importe quoi. Et la troisième, c'est peut-être la plus troublante. Le document parle de combattre la subversion culturelle et la propagande destructrice. C'est des termes qui n'ont aucun précédent dans aucune cyberstratégie américaine précédente. Et surtout, le document n'en donne aucune définition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qui décide de ce qui constitue une subversion culturelle? Et avec quel garde-fou? Bref, ça sent pas très bon, surtout par les temps qui courent. Vous le voyez bien, ce document, c'est pas juste une bonne nouvelle pour la crypto, c'est un exercice de pouvoir. On nous légitime, oui, mais on construit aussi en parallèle un appareil de surveillance de répression plus sophistiqué que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Et ça, il faut en avoir conscience. Ce qu'il faut retenir de cette cyberstratégie, c'est qu'en 3 ans à peine, les cryptos sont passés d'invisibles dans les documents présidentiels à explicitement nommés comme technologie stratégique nationale aux côtés de l'IA et du quantique, entre autres. C'est un basculement historique, point. La crypto n'est plus un outsider, elle est désormais officiellement inscrite dans la doctrine de sécurité nationale de la première puissance mondiale. Mais comme on l'a vu, avec la légitimité vient le contrôle, et la vraie question c'est de savoir si cette reconnaissance va servir l'écosystème, ou si elle va devenir un outil pour le cadrer de manière encore plus sévère. Il y a le Clarity Act qui est censé construire les fondations sur lesquelles notre écosystème va devoir reposer dans les prochaines années, et pour l'instant ça n'a pas l'air de vouloir passer. Et même au niveau politique, ça s'impatiente. Il y a à peine 2 jours, la SEC et la CFTC, les 2 gros régulateurs financiers américains, ont signé un accord pour enfin bosser ensemble au lieu de se tirer dans les pattes. Pour que ces 2 agences bossent enfin ensemble, alors même qu'elles se font la guerre sur ces questions depuis des années et que le Clarity Act n'est pas encore passé, c'est que la situation commence à vraiment devenir urgente. Évidemment, on verra bien par la suite comment tout ça est mis en place, et en attendant, vous pouvez suivre tout ça sur notre canal Telegram d'actualité. On vous transmet les informations crypto condensées et en direct. Ça fait gagner en temps monstre et évidemment c'est totalement gratuit. Alors rejoignez-nous, je vous mets le lien en description. Et allez aussi jeter un œil du côté de Steady Lads pour suivre Kara, le trader professionnel du journal du coin. Et si la vidéo vous a plu, évidemment laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et ça vous permettra de ne rien louper. Dites-moi en commentaire si vous pensez que cette légitimation officielle des cryptos est une vraie victoire ou un cheval de Troie. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. Et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.